Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Damien, que j'ai eu la chance de rencontrer à travers lepetitjournal.com. Tu vas nous partager ton retour en France après une expérience de 9 ans en Thaïlande et la particularité, en fait, tu vas nous expliquer tout ça par la suite, mais c'est que toi, tu arrives maintenant plus ou moins à vivre entre la France et la Thaïlande. Il y a pas mal de personnes qui se questionnent, en fait, quand on a vécu à l'étranger de rentrer en France parce qu'on ressent cette envie-là, mais de pas couper complètement le lien avec le pays d'accueil. Et c'est ça qui va être intéressant de mettre en lumière à travers ton témoignage. Et tu vas nous expliquer le comment justement toi tu arrives à vivre entre les deux pays. Je te souhaite la bienvenue et je te laisse te présenter en 3 mots. Bonjour Magali. Alors en 3 mots, c'est pas évident. Je vais essayer. Moi, je dirais que je suis curieux. Ça, c'est important pour mon travail. J'essaie d'être attentionné, je pense. Et j'aime bien trouver des solutions. Alors, je dirais peut-être solutionneur, mais je sais pas vraiment si ça existe, mais voilà. Merci pour ces premiers mots. Avant de parler du retour en France et puis justement de ta vie maintenant entre la France et la Thaïlande, dis-nous un petit peu, en quelques mots, dans quel contexte, toi, tu pars à l'étranger, donc peut-être à quel âge tu pars, et qu'est-ce qui déclenche en fait cette envie de partir vivre ailleurs? Alors moi, c'était vraiment mes études, parce que je suis parti, donc je viens du Mans de base, et on n'était pas vraiment une famille de grands voyageurs, et j'ai eu cette envie en fait en faisant mes études à Nantes, je faisais de la sociologie, de faire Erasmus comme beaucoup d'étudiants, ça permet en fait d'avoir une bourse, d'être tranquille aussi pour pouvoir partir. Et je suis parti en Norvège, dans le nord de la Norvège, à Tromsø, et je pense que ça a vraiment été le déclencheur. C'est la première fois que je prenais l'avion, j'avais 19 ans en troisième année de licence. Et après, je pense que tout s'est enchaîné depuis cette expérience en Norvège. Et donc après la Norvège, qu'est-ce qui se passe? Bah, Enfin, j'ai l'Erasmus Blues, je pense, parce que comme beaucoup, c'est-à-dire qu'on rentre en France et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait de notre vie une fois qu'on est déjà parti? Et il s'avère que moi, j'étais parti pendant ces études-là, j'avais un mois de break et j'avais gagné un peu d'argent en faisant du tutorat en français en Norvège. Et j'étais parti au Laos et j'avais rencontré quelqu'un et je m'étais dit, pourquoi pas aller partir au Laos, surtout que j'avais mon master recherche qui se profilait. Et il fallait que je trouve un sujet recherche qui était assez libre, hein, pour le coup. On pouvait partir un peu où on voulait, on pouvait rester en France, on pouvait aller ailleurs. Et j'ai trouvé une prof qui m'a soutenu dans un projet vers le Laos. Et un peu du jour au lendemain, je me suis dit, allez, on va partir vivre au Laos. Je suis resté pendant presque 3 ans. est-ce que tu connaissais le Laos avant d'y aller ou pas du tout? Pas du tout. Je suis vraiment parti. En fait, c'était vraiment des concours de circonstances. Au départ, je devais partir au Mexique, tu vois, rien à voir. Vraiment de l'autre côté du monde. Et en fait, en parlant avec cette personne, elle m'a dit, oui, mais il y a le Nouvel An bouddhiste, je partais en mois d'avril. Il y a le Nouvel An bouddhiste en ce moment au Laos. Pourquoi tu viens pas au Laos à la place? Et je me suis laissé tenter et après, je suis resté. Donc, tu restes 2 ans et demi au Laos à peu près. Ouais. Et ensuite, du Laos, tu pars en Thaïlande. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment se fait cette transition vers la Thaïlande et qu'est-ce qui se passe pour toi en Thaïlande? Bah, en fait, c'est un peu je vais dire, c'est la logique de la rupture amoureuse. Je suis parti par amour et j'ai quitté le pays aussi par amour, enfin la fin de cet amour. Du coup, à partir du moment où on a rompu, vraiment à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, le Laos n'est pas vraiment accessible directement pour entrer en France. Il faut toujours passer par un pays tiers. Alors le plus simple quand on est à Vientiane, qui est la capitale laotienne, et qui est à la frontière thaïlandaise, c'est de passer par la Thaïlande. Donc je me suis dit, je vais rester un peu à Bangkok pour aller voir justement à quoi ça correspond. Puis après, je vais rentrer en France. C'était vraiment un peu cette logique-là. Et puis finalement, bah, je me suis dit, pourquoi pas retenter cette aventure avec mon ex en Thaïlande? Peut-être on se dit, voilà, c'est un nouvel environnement, on va essayer de retenter les choses. Lui a accepté. Donc il est resté venir vivre en Thaïlande avec moi pendant un mois.
Et puis après, finalement, bon, ça n'a pas plus fonctionné en fait en Thaïlande qu'au Laos, mais moi, je cherchais du travail. Et j'étais vraiment entre deux recherches, à la fois rechercher du travail pour rester sur place et en même temps regarder les billets d'avion pour rentrer en France. Et il s'avère que le petitjournal.com, pour lequel je travaille toujours, cherchait quelqu'un justement à Bangkok à ce moment-là. Hervé, qui est le président du site, lui était déjà basé à Bangkok depuis 1 ou 2 ans, je crois. Il cherchait donc des journalistes ou des personnes pour, on va dire, faire grandir cette équipe qu'il avait à Bangkok. J'ai postulé et j'étais vraiment encore une fois en train de regarder mes billets d'avion. Finalement, j'ai été pris, je suis resté. Donc finalement, à ce moment-là, après le Laos, c'était plus ou moins on passe par la Thaïlande pour voir ce qui se passe et puis éventuellement, enfin, rentrer en France. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on reste en Thaïlande. Et du coup, tu restes 9 ans en Thaïlande. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie, dans 9 ans en Thaïlande pour toi? Déjà, c'est toute ma jeune vie d'adulte, je serais pour te dire, parce que là, j'avais peut-être 21 ans, 22 ans, je crois, quand je suis arrivé en Thaïlande. Donc, c'est toute ma vingtaine, on va dire, qui s'est passée sur place. Il s'est passé plein de choses, plein de rencontres amoureuses, professionnelles, amicales, plein de ruptures, plein de rebondissements. À un moment, j'ai failli repartir vivre au Mexique, d'ailleurs, parce que, pareil, je pense que je suis un habitué des départs post-rupture. Je me suis dit, bon, allez, on va retenter sa chance ailleurs. Et puis finalement, je me suis vraiment bien accroché avec la Thaïlande. Déjà parce que je pense que on se construit un peu un pays de cœur dans sa vingtaine. Finalement, je me suis fait mes vrais amis. Je suis sorti beaucoup, j'ai rencontré pas mal de monde. Une communauté française qui est quand même assez solidaire aussi en Thaïlande. Donc, via le travail aussi, j'ai rencontré des gens. C'est pas la même chose, je pense aussi, d'arriver en vacances que vraiment de travailler sur place et de se faire un réseau d'amis. Pas mal d'amis aussi locaux, hein, via d'autres connaissances. Donc, j'avais vraiment cet ancrage. Et puis, je pense que la Thaïlande, me correspondait bien aussi au niveau du caractère. Parce que c'est un pays assez calme, les gens sont souriants. Enfin, il n'y a pas de stress en fait. On n'est pas. Même Bangkok, c'est une ville quand même assez gigantesque, mais il n'y a pas ce stress urbain qu'on peut avoir dans d'autres capitales. Les gens sont assez ouverts, sympathiques. Et en même temps, moi, parfois, j'aime bien aussi être un peu seul. Et c'est vrai que les gens aussi te laissent tranquille. Si t'es pas sursollicité tout le temps quand tu vas dans la rue, comme d'autres pays asiatiques, où ils voient un étranger qui passe. Et dans ces cas-là, ils veulent lui vendre quelque chose, hein, ça peut arriver dans certains pays. Là, vraiment, je trouve qu'ils sont assez respectueux. Ils laissent justement un peu la place aussi pour l'intime voilà, et rester un petit peu au calme. Et puis finalement, voilà, j'ai construit une vie sur place. J'ai rencontré quelqu'un. Lui, en fait, s'occupait de ses neveux et nièces plus jeunes. Et puis, c'est devenu mes enfants, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un concours de circonstances pour moi. Ce qui fait que là, je suis vraiment attaché d'une autre manière à la Thaïlande. Et donc, ces 9 ans en Thaïlande, j'imagine que ça a été aussi pour toi l'occasion de booster ta carrière. Alors oui, c'est sûr. En fait, ça m'a permis surtout, je dirais, de trouver une direction à ma carrière parce que finalement, je faisais des études de sociologie qui sont très génériques. Enfin, moi, j'étais curieux un peu de nature et je me suis dit, bon, la sociologie, c'est bien. Je suis parti à Nantes étudier, puis après en Norvège où j'ai fait un peu plus d'anthropologie. Mais trouver un travail dans la sociologie ou dans l'anthropologie, c'est très compliqué. Enfin, il faut vraiment être chercheur, avoir un poste. Et puis, je pense que ça m'intéressait plus que ça me passionnait, parce que justement, pour vraiment réussir dans ce métier, il faut se spécialiser, donc il faut vraiment s'arrêter sur un sujet. Et moi, au contraire, j'aime bien apprendre des choses différentes. Donc là, d'arriver en Thaïlande, de tomber sur l'annonce du petitjournal.com qui cherchait justement un journaliste, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et d'ailleurs, j'avais un peu souvenir que petit, on me disait toujours, enfin, j'avais beaucoup de passions différentes. Et à chaque fois, donc, en fonction de mes passions, mes parents ou mes grands-parents me disaient, ah bah du coup, tu vas devenir trois petits points. Je me rappelle que le journalisme, c'était resté. Il y avait un moment, ma famille qui me disait, ah mais un jour, tu présenteras le 20h, ça sera, voilà. Donc, il y avait quand même ce journalisme qui était là dans ma tête, mais que j'arrivais pas à concrétiser. Et puis surtout, je me suis retrouvé face à Hervé, du coup, qui lui est journaliste professionnel et qui m'a formé à ce métier. Donc moi, j'ai appris plein de choses. En plus, le petitjournal.com, à cette époque, il y avait quand même beaucoup moins d'éditions. Il y avait peut-être une vingtaine d'éditions à ce moment-là. Je crois que je suis arrivé en 2008 dans l'entreprise. Elle est vraiment été créée en 2001, donc on était vraiment au début du site et au début de l'internationalisation du site. Donc au départ, il y avait peu d'éditions. Donc j'ai vraiment participé aussi au développement du journal, la stratégie éditoriale. J'ai travaillé aussi sur des refontes de sites, donc des choses un peu plus techniques. J'ai pas fait moi-même les refontes de sites, hein, mais en tout cas j'ai appris des choses dans la gestion de projet. Et ce qui est bien aussi quand on travaille dans une startup, c'est que finalement on a un métier, mais on n'en a pas qu'un seul, on en a 12. Et puis si on est assez curieux, assez autonome, justement pour essayer de capter de nouvelles choses, finalement, on apprend beaucoup, beaucoup de métiers différents. Et ça a vraiment été une chance. Et je pense que je serais resté en France, j'aurais plus de difficultés déjà
à avoir ce genre d'opportunité. Et puis surtout, peut-être, dans ce contexte-là, j'avais une spécificité, c'était d'être français en Thaïlande pour un média francophone qui cherchait justement un français. En France, j'aurais été complètement noyé dans la masse. Et puis, sans études de journalisme, je pense que ça aurait été compliqué d'avancer dans ce métier. Ouais, félicitations pour cette carrière. Voilà, c'est toujours en cours, mais pour ce début en tout cas qui s'est lancé et puis le fait d'être à l'étranger où ça t'a permis d'orienter un peu ta carrière. Donc bravo pour ça. Tu me disais que tu as passé 9 ans en Thaïlande. Pendant ces 9 ans en Thaïlande, est-ce que tu as l'habitude de rentrer en France de temps en temps ou est-ce que tu rentres pas? Alors, si je rentrais quand même, je me rappelle quand j'étais au Laos, pour le coup, j'avais pas l'opportunité de rentrer. Je gagnais très peu d'argent. Enfin, c'était vraiment les salaires locaux. J'étais prof de français et d'anglais sur place. Donc, pendant 3 ans, je suis pas rentré. À partir du moment où j'arrive en Thaïlande, déjà, il y a des connexions de vol, hein. Déjà, on peut partir directement à la Thaïlande, donc c'était un peu plus simple. Je rentrais à peu près au départ une fois par an, souvent pour Noël. C'est un peu la période où on veut voir sa famille. Donc, mes parents aussi venaient souvent, eux-mêmes restaient parfois un mois, 2 mois sur place, ma grand-mère également. Ça permettait aussi voilà, de pouvoir les voir, de passer du temps avec eux, leur présenter aussi, les faire voyager aussi, parce que finalement, eux ne voyageaient pas de base, en tout cas pas aussi loin. Et de la même façon, après, pour le travail, j'ai commencé à voyager un peu plus vers la fin, où là, j'y allais plutôt 2 fois par an. Mais ça restait quand même à chaque fois, je dirais, maximum un mois de déplacement dans l'année, ce qui permettait de, moi, de me reconnecter quand même à ma famille, de voir des gens. Mais finalement, eux avaient, enfin en tout cas pour ma famille, ils avaient plus d'envie de venir me voir finalement que moi de venir en France, parce que eux, ça les dépaysait complètement, ça leur permettait aussi de découvrir un autre pays. Mais quand même, ce que je vois, c'est que de par ton travail, tu as quand même été toujours en lien avec la communauté française, même si c'était à l'étranger, et tu as quand même eu l'habitude de rentrer régulièrement. Donc, pendant ces presque 12-13 ans à l'étranger, il y a quand même toujours plus ou moins un lien avec la France. Alors, je l'avais vraiment à partir de la Thaïlande. Alors, forcément, en Erasmus, on est en connexion avec d'autres étudiants français, donc c'est un peu un monde à part, je dirais, c'est pas vraiment une expatriation, c'est un peu une bulle étudiante. Mais c'est vrai que quand je suis allé au Laos, en revanche, là, j'étais complètement déconnecté. Il y avait déjà très, très peu de Français sur place, je ne cherchais pas forcément non plus cette connexion-là. Et puis, mon copain était laotien, tous ses amis étaient laotiens. Donc, j'ai appris le laotien aussi sur place, ce qui était aussi intéressant. Mais je pense que pendant 3 ans, je parlais très peu français. Je rêvais en anglais. Je me rappelle que je perdais un peu mes mots à la Jean-Claude Van Damme. Et puis, surtout pour aller, même à l'époque, en tout cas, il y avait vraiment de difficulté à avoir Internet. Donc, il fallait vraiment que je prenne un vélo pendant 3 kilomètres pour aller dans un cybercafé pour pouvoir avoir une connexion. Il fallait que je me connecte à la même heure que ma famille pour pouvoir leur parler. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Donc, j'arrivais à leur parler, mais on s'envoyait des mails. Enfin, c'était vraiment une communication un petit peu différente. À partir du moment où je suis arrivé en Thaïlande, oui, là, j'ai eu plus de connexion, déjà par mon travail, parce que je travaillais en français, avec des Français. Je pense que j'étais aussi dans un pays un peu plus ouvert aux communautés expatriées. Donc, voilà, il y avait un peu plus d'interaction. Et puis, bah, surtout, le fait d'avoir Internet, de pouvoir discuter avec mes amis. Maintenant, on a du mal à s'en rendre compte, parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, pourtant. Mais à l'époque, c'était cher aussi d'avoir Internet, d'avoir une connexion illimitée. Il fallait un petit peu aussi surveiller sa consommation. Donc, le fait de communiquer vers l'international, pour appeler, typiquement, c'était très complexe. Donc, une fois qu'on a eu Skype, une fois qu'on a eu même Messenger, etc., ça s'est simplifié. Mais c'était pas si facile au début. Alors, dis-nous, après 9 ans de vie en Thaïlande, qu'est-ce qui te pousse à rentrer en France ou quelles sont les envies, les motivations du retour? Alors, tu l'as deviné, il y a eu une rupture, forcément. Et puis après, non, je pense que je pense que c'est le cap des 30 ans. Je me suis dit, voilà, je vais avoir 30 ans, il faut que je change un petit peu. Alors, déjà, au niveau du travail, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que j'étais en télétravail complet. Alors, c'était pas à l'époque où finalement le télétravail était, on va dire, aussi connu qu'aujourd'hui. Et surtout, la plupart des bureaux, donc toute l'équipe internationale qui était à Bangkok. Alors déjà, il y a Hervé qui est rentré en France, et puis après, les équipes se sont dispersées, certains sont rentrés en France, d'autres ont arrêté, ont fait d'autres activités, sont partis ailleurs. Et j'étais face à ce choix, est-ce que je reste en Thaïlande, est-ce que je vais ailleurs? Donc je cherchais un autre travail à ce moment-là pour rester en Thaïlande. J'ai une opportunité, bizarrement, pour pouvoir potentiellement partir au Mexique, et puis ça s'est pas fait, le pays me convenait pas. C'était trop différent de la Thaïlande finalement. Bah, au bout de 2 ans, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? C'est compliqué de trouver un travail avec le même niveau de salaire et
intérêt pour moi en Thaïlande. Puis voilà, j'ai 30 ans, j'aimerais bien construire quelque chose. J'ai pas pu acheter de maison, j'ai pas pu vraiment construire quelque chose de concret, puisque finalement, c'est compliqué hein, d'avoir un achat immobilier depuis l'étranger. Enfin, donc, je me suis dit, voilà, j'ai essayé de rentrer en France. J'ai eu cette opportunité par l'optionnel.com qui cherchait justement, au contraire, à me faire venir à Paris pour me faire grandir aussi au sein de l'entreprise et continuer à faire partie voilà, de cette équipe qui est là depuis un certain temps maintenant. Et donc, en tant que fils unique aussi, je me suis dit, voilà, c'est compliqué d'être loin. Ça faisait déjà 14 ans, on va dire que j'étais loin, presque la moitié de ma vie finalement. J'étais à l'étranger. Et puis voilà, mes parents, je pense, avaient besoin de me voir davantage. Moi aussi, de voir voilà, mes grands-parents passer un peu plus de temps en France. Et puis, pour le coup, moi, je l'ai vécu aussi comme une expatriation parce que je viens du Mans. J'ai fait mes études à Nantes. Je connaissais Paris pour être passé un petit peu de temps en temps. Mais là, j'allais vivre à Paris. Donc, c'était aussi l'excitation de se dire, voilà, je vais vivre dans une capitale, dans un autre pays que je connais plus trop. Donc, je l'ai vraiment vécu comme un départ à l'étranger finalement, plus que comme un retour en France. Et en fait, le fait de parvenir dans ma ville d'origine, je pense que ça a aidé aussi à ma transition. Est-ce que tu te souviens comment tu te prépares à ce nouveau changement où tu reviens en France, mais dans une nouvelle ville? Bah déjà, ce qui était compliqué, c'était de trouver le logement. Donc, j'ai vraiment essayé. Alors, j'avais des amis d'université qui étaient déjà dans la région, donc en région parisienne. Donc, déjà, ça a été un peu mon point d'accroche pour avoir des informations aussi. Donc là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire plutôt de la sous-location au départ. Je vais tester différents quartiers à Paris, voir un petit peu ce qui m'intéresse. Je me suis rendu compte des prix aussi, donc ça, ça a été un premier choc. Et après, du coup, via des amis qui étaient sur place, et puis via les collègues aussi que je rencontrais, parce que là, pour le coup, j'étais avec des gens que je connaissais déjà. Des équipes que je connaissais sur place. Donc, ça me permettait aussi de ne pas avoir que des nouveautés. Et donc là, je me suis préparé de cette manière-là. Le départ, par contre, a été plus compliqué parce que finalement, résumer sa vie, reprendre ses valises, de faire un 10 ans de plein de bibelots, de choses qu'on a accumulées, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Heureusement, je gardais ma famille sur place en Thaïlande, donc il y a plein de choses que j'ai laissées sur place. Je pense que tout partir avec des valises, ça aurait été un peu traumatisant de mon côté en tout cas, parce que je suis assez attaché aux objets. Enfin, donc ça aurait été un peu plus compliqué. Et puis j'avais quand même ce deal, on va dire, dès le départ avec mon patron, de me dire, de toute façon, je vais revenir en Thaïlande de temps en temps. Donc au départ, c'était au moins une fois par an, je vais revenir en télétravail pendant un mois, enfin une période à peu près d'un mois, en Thaïlande. Et ça me rassurait aussi. J'avais un peu cette barrière psychologique qui était un petit peu aussi effacée en me disant, bon, même si je pars, il y a une partie du temps que je vais quand même continuer à vivre en Thaïlande. C'est pas un au revoir complet ce qui aurait pu être beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est quelque chose que tu négocies dès le départ, comme ça, toi, psychologiquement aussi, tu te dis que de toute façon, bah, tu reviendras à un moment donné et que tu vas garder le lien avec ton pays d'accueil. Bah, moi, c'était important parce que j'ai des enfants sur place, donc je ne pouvais pas me dire. De toute façon, j'aurais pu aussi moi-même me dire, voilà, je vais partir en vacances sur place. Mais là, le fait de me dire, voilà, je peux télétravailler, je peux continuer mon activité professionnelle sans prendre forcément tous mes congés pour ça. Et puis surtout, garder ce lien aussi du quotidien. Je pense que c'est différent aussi de se dire, voilà, je repars quelque part en vacances parce qu'on n'est pas. On est un peu en décalage avec les gens qui sont sur place. Là, voilà, de reprendre ce lien du quotidien, de venir, de travailler, de vivre ma vie que j'avais auparavant sur place. Voilà, je pense que c'était important pour moi. Et effectivement, j'ai négocié dès le départ. Ça faisait partie des conditions qui m'ont permis aussi d'avoir un retour apaisé. Est-ce que psychologiquement, tu vis des phases qui sont difficiles quand tu te réinstalles en France? Oui, parce que je pense que je suis pour le coup complètement en décalage. Alors, avec mes amis, je pense qu'on fait vite le tri des amis aussi de cette manière-là, parce que finalement, il y a les amis avec qui tu te sens complètement en décalage parce que eux sont restés sur place ou même s'interrogent sur le pourquoi du comment tu as voulu partir aussi loin, aussi longtemps. Puis c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Et d'autres, au contraire, tu les vois immédiatement, en fait, c'est comme si tu les avais pas quittés. Donc là, je pense qu'on fait un peu le tri aussi amical de cette manière-là. Moi, je me suis senti un petit peu en décalage, effectivement, avec déjà la culture locale. Le fait de revenir en France, j'avais tout un pan de la culture française que j'avais complètement négligé. Enfin, je n'étais pas du tout en train de regarder la télé française quand j'étais en Thaïlande. Enfin, j'étais vraiment dans une culture complètement autre. Au contraire, j'étais beaucoup plus ancré dans le local, avec mes enfants, avec la famille thaïlandaise, etc. Donc j'avais vraiment toute cette partie-là. Pas beaucoup de personnes avec qui partager justement aussi cette culture que j'avais, qui me tenait à cœur. Beaucoup d'incompréhension aussi sur le fait
de vivre dans un pays complètement différent. Et je pense que on est plus dans le questionnement, essayer de répondre un petit peu aux attentes des uns et des autres sur les clichés qu'ils peuvent avoir sur le pays. Donc, à la fin, c'était un petit peu fatigant aussi de devoir presque se justifier de son expérience à l'étranger tout le temps. Puis se réintégrer dans une culture française que je connaissais plus trop. Encore une fois, j'avais une décennie, c'est un peu. Je pense que c'est, voilà, on a le temps de voir beaucoup de changements dans une société, donc c'était un petit peu ça. Et puis, encore une fois, aussi, on dit souvent, alors, moi, j'ai pas forcément une mauvaise expérience de Paris, contrairement à beaucoup de personnes qui peuvent se dire, voilà, les gens sont pas forcément sympas. Moi, je trouve que déjà, pour vivre à Paris, en région parisienne, déjà, rencontrer des vrais Parisiens, c'est compliqué, parce que finalement, on est tous d'un peu partout en France ou d'ailleurs. Et au contraire, chercher justement des gens qui venaient un peu plus d'ailleurs. Donc, mais c'est vrai que bah, c'est un autre mode de vie, un autre rythme, les gens sont moins souriants, ça c'est sûr. Donc il faut aussi s'habituer à tout ça. Et puis aussi ce qui m'a le plus gros choc, je pense que ça a été le climat. Pas forcément le fait qu'il fasse froid, parce qu'au contraire, quand on vit dans un pays où il fait chaud tout le temps, on a un peu marre de la chaleur, mais c'est la grisaille, c'est vraiment ça. C'est le fait d'arriver à l'automne, il fait gris. En plus, je crois que je suis arrivé en mois d'octobre, donc j'avais vraiment octobre, novembre, décembre, enfin vraiment les temps un peu, le temps un peu déprimant. Et moi qui étais habitué justement au contraire à avoir de la lumière, je pense que c'est ça, c'est la luminosité. Parce que même s'il fait, il y a des saisons des pluies forcément en Thaïlande, mais ça dure jamais longtemps, justement, c'est des averses un peu flash. Du coup, les nuages se dissipent assez rapidement. Donc, c'est rare d'avoir de la vraie grisaille pendant toute une journée. Souvent, il y a au moins un coin de ciel bleu, un peu de soleil. Et ça, cette luminosité, je pense que ça m'a fait déprimer vraiment en rentrant. Tu l'as mentionné tout à l'heure, donc t'es fils unique. Est-ce que tu te souviens de la réaction de tes parents quand tu leur as dit, bon bah ça y est, j'ai le projet de rentrer? Alors, ils étaient super contents. Je pense que c'est effectivement l'inverse de quand j'aurais dit je veux partir. En fait, ils me voyaient partir de plus en plus loin. Au départ, je suis parti à Nantes, déjà c'était loin. Et après, je dis, ah, je vais aller en Erasmus en Norvège. Ah, ok, d'accord. Et le temps que je revienne, ah, bah, du coup, je vais partir au Laos. Ah, ok. Donc là, j'étais parti, on va dire, le plus loin. Et après, quand je suis revenu en Thaïlande, bon, ils sont venus me voir, donc ils étaient plus ou moins contents. Alors, ils étaient contents que je revienne en France, mais en même temps, mes parents avaient ce projet de vivre leur retraite en Thaïlande. Donc, je pense que ça a un peu. Bousiller leur plan. Il s'est dit oui, moi je me voyais bien rester en Thaïlande. Donc bon, ils font toujours un voyage avec moi tous les ans pour y revenir. Là cet été, ils repartent encore avec moi en Thaïlande. Et c'est vrai que eux, ils se plaisaient vraiment sur place. Donc ils auraient bien quitté la France pour venir vivre en Thaïlande. Le problème, c'est qu'ils parlent pas anglais, donc j'étais un peu toujours là pour les aider lors de leur voyage. Mais donc du coup, ça a un petit peu, voilà, ça a un petit peu chamboulé leur plan, mais ils étaient super contents que je vienne. Mais encore une fois, je reviens pas non plus dans ma ville d'origine. Donc finalement, je suis à Paris. On peut ne pas se voir aussi pendant des mois. Ça change pas grand-chose. À partir du moment, je pense qu'aussi on a coupé le cordon ombilical et puis qu'on vit chacun un peu notre vie. On est habitué aussi à ce que les liens soient différents. On se voit d'une manière qualitative, même si on se voit peu souvent finalement dans l'année. Bon, c'est plus facile de se voir. Mais je pense que je serais resté en Thaïlande, on aurait gardé ce rythme où finalement il venait un mois, voire 2 mois en Thaïlande avec moi. Donc je les voyais beaucoup plus souvent dans l'année finalement en termes de durée. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement vous avez réussi à trouver une organisation qui faisait que, en fait, toi, même en tant que fils unique, tu n'avais pas cette pression de la famille et de tes parents de te dire mince, je suis loin, et qu'est-ce qui va se passer après, et qu'ils avaient finalement une attente forte vis-à-vis de toi. Alors, je pense qu'il y a eu vraiment des sas qui ont permis de les habituer. Le fait déjà de partir à Nantes, c'était un gros bond pour eux parce que, alors, Le Mans-Nantes, c'est pas très loin, hein, mais bah, je vivais tout seul. Donc, déjà, ils avaient un peu cette peur. Donc, finalement, je les ai un peu habitués. La première fois que je suis parti vivre à l'étranger, voilà, en Norvège, c'était encore une autre expérience. Donc, ils ont, je pense, eu cette confiance en moi, de se dire, voilà, j'ai quand même, au fur et à mesure des années, pu acquérir des compétences qui me permettent, en tout cas, de survivre dans un milieu un petit peu différent du mien. Alors, après, je t'avoue que ils n'étaient jamais venus me voir au Laos. Et là, pour le coup, au Laos, je vivais dans des conditions quand même, pour moi, c'était pas choquant, mais on avait l'eau courante, mais on n'avait pas, tu vois, des douches comme ici. C'est des grandes bassines d'eau pour se laver. Il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, on se lavait à l'eau froide, où l'eau était réchauffée par le soleil de l'extérieur. Je vivais quand même dans des conditions assez rudes. Puis voilà, c'était un peu la campagne autour de Vientiane. Vientiane, déjà, à l'époque, c'était pas une ville très développée non plus. Donc, j'y vivais localement, donc c'était pas choquant pour moi. Mais quelques années plus tard, ils sont venus
faire un voyage au Laos avec moi pour voir un petit peu où j'habitais. Et là, je sais que ma mère m'a dit, ah, on aurait su dans quelles conditions tu vivais, je pense qu'on t'aurait rapatrié directement. Donc je pense que je l'ai laissé aussi un peu dans le flou parfois, parce que je sais que, voilà, bah, typiquement, ma mère est assez anxieuse et je pense que ça l'aurait vraiment fait flipper de me voir dans une situation qu'elle imaginait un petit peu précaire. Donc pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode et qui arrivent jusque-là et qui sont dans une situation d'être enfant unique et en expatriation, le tout premier épisode qui a été enregistré avec Solène traite de ce sujet puisqu'elle était fille unique et elle est rentrée un petit peu pour ça après une expérience de vie d'une dizaine d'années en Australie. Donc je vous inviterai à écouter cet épisode si ce sujet vous intéresse. Donc finalement, pour revenir un petit peu à l'installation en France, donc il y a cette question de logement qui n'est pas facile, cette question de retrouver un petit peu ses marques dans la culture française, dans la ville qu'on découvre. Est-ce que tu te souviens un petit peu au niveau administratif ou si tu veux voilà, évoquer d'autres points un petit peu de ton intégration et de ton arrivée en France? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, quand tu m'as listé les choses que j'avais évoquées, je me suis dit, mais j'ai oublié l'administratif. Parce que finalement, c'est aussi. Alors, je pense que j'ai fait un double bond, parce que moi, quand je suis parti, j'étais vraiment étudiant encore. Et donc, j'étais sous le régime fiscal de mes parents. Enfin, voilà, j'avais toute cette partie-là. Finalement, j'avais rien à faire. Enfin, voilà, c'était mes parents qui géraient. Donc, quand je suis parti en Thaïlande, et puis au Laos avant, j'ai fait l'administratif mais local. Donc, j'étais un peu accompagné par le travail. Donc là, le problème, la grosse problématique pour moi, c'était les visas. C'était un peu, voilà, cette partie-là. Payer ses impôts, etc. Ok, mais finalement, on était un peu aidé, c'était un peu plus simple. Et là, je suis revenu en France et je me suis dit, ah oui, il faut que je refasse tous mes papiers. Donc, la sécurité sociale, toutes les choses, je me suis dit, mais alors, quel est mon numéro fiscal? Il faut que je retrouve. Je ne me suis jamais connecté à France Connect, toutes ces choses-là. Du fait que vraiment que j'ai à la fois cette formation, je veux dire, en administratif local, et puis en même temps, j'avais l'impression d'être devenir vraiment adulte d'un coup, parce qu'aussi je voulais faire un achat immobilier. Donc il y avait aussi toute la pression de me dire, il faut que je fasse un prêt, alors comment ça se passe pour aller à la banque. Donc heureusement, mes parents m'ont aidé. Alors pour le coup, j'ai fait un retour en arrière aussi, j'ai eu besoin de l'aide de mes parents. Bon, encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas vraiment fort pour tout ce qui est administratif. Mais c'est vrai que là, c'était un peu compliqué. Et puis, je t'avoue que l'administration française, alors, c'est vraiment. Autant je pense que maintenant, le parcours est un peu simplifié pour le retour en France. Mais à l'époque, enfin, c'était un peu. On était un peu des cas à part qui n'étaient pas vraiment pris en compte. Moi, j'avais toute cette question aussi de dire, voilà, est-ce que je vais pouvoir valoriser toute mon activité qui avait été à l'étranger? Et puis, on ne pense pas à la retraite quand on a à peine 30 ans, on ne pense pas à tout ça. Donc, là, ça commence un peu à me rattraper, je commence à y réfléchir davantage. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment été compliqué au départ. Mais en même temps, ça a été hyper formateur. Je suis rentré finalement avec un projet assez solide en me disant, voilà, je vais faire un achat immobilier. Donc là, finalement, ça m'a poussé à tout faire d'un coup. Et puis sur la partie fiscale, tout ça, bah, voilà, on apprend. Heureusement, j'étais entouré, mais c'est vrai que j'aurais pas pu le faire tout seul. Ça aurait été trop complexe. Bah, super, en tout cas, félicitations pour ça. Tu rentres avec un job et ça, on sait que c'est bah, la meilleure situation qui va sécuriser l'arrivée. Donc, après, pour toutes tes démarches, même si des fois ça peut être long, même si des fois, bah, voilà, on peut faire face un peu à des imprévus, l'administration, etc. Mais quand même, sur le papier, il y avait cet emploi et ça, c'est plutôt positif. Donc, chouette pour ça. Est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps après être rentré, tu achètes ton appartement ou ta maison comme c'était ton objectif de départ? Je crois que ça a mis à peu près 8 mois, je pense. Enfin, un peu moins d'un an. En fait, j'ai fait plusieurs sous-locations. J'ai aussi essayé bah, alors, au départ, je voulais rester sur Paris. Après, je me suis rendu compte qu'avec mon budget, bah, c'était impossible. Donc, je me suis dit, bah, où aller? Et effectivement, j'avais des amis qui étaient déjà dans le Val d'Oise, proche de Paris. Bah, j'ai cherché un petit peu. Je me rappelle que je crois que je dois être arrivé en France au mois d'octobre. Et après, je pense que c'était l'été d'après, finalement. Donc, au mois de juillet, où là, j'ai fait quelques visites et finalement, je suis tombé assez rapidement sur le bien que j'ai aujourd'hui, donc mon appartement où j'habite. Ça a été quand même assez rapide, même si bah, ce qui a été compliqué, effectivement, c'était se retrouver face aussi au prix de l'achat immobilier. Je n'imaginais pas ça aussi cher. Au départ, je m'imaginais vivre à Paris. Quand j'ai vu ce que j'avais pour mon budget, une chambre de bonne à refaire, des choses comme ça, je me suis dit, oh là là, est-ce que je dois vraiment vivre
quand même à Paris pour ça. Et donc voilà, comme la plupart de mes amis qui vivaient déjà en banlieue, j'ai fait ce constat, de, voilà, se dire la banlieue c'est très bien, on peut avoir plus de surface, et puis on n'est pas si loin de Paris, donc tout va bien. Bon, alors, ayez un projet réaliste et réalisable, hein, c'est quelque chose que je dis souvent et je communique énormément là-dessus. En effet, bah, tu avais une idée de départ et puis cette idée, elle s'est affinée en ayant une meilleure connaissance du territoire, des prix, etc. Donc, mais c'est intéressant de voir que quand même assez rapidement, t'arrives à acheter ton logement parce que c'est vrai que ça, c'est une grosse question qui revient dans les processus de retour. Je sais que je l'ai sans doute loué au début, mais après, bah voilà, j'aimerais bien acheter, mais des fois, on ne sait pas, enfin, ça peut prendre plus de temps. Donc, bien de nous donner un peu les deadlines et de voir que c'est possible en tout cas. Bah, c'est possible. En fait, j'ai trouvé assez rapidement le logement. Bah, après, forcément, il y a tout le côté administratif en France qui prend du temps. Quand c'est voilà, les rendez-vous avec le notaire, toute la partie. Finalement, mon prêt bancaire, il a été accepté assez rapidement. C'est vraiment. En fait, finalement, quand on a un CDI en France, voilà, c'est assez facile. On peut. Enfin, à l'époque, en tout cas, on pouvait emprunter. En plus, c'était vraiment la période du marché qui était vraiment favorable. Donc, les taux d'intérêt étaient assez bas. Donc, c'est aussi pour ça que je suis rentré en France en me disant, ben voilà, si j'ai un projet d'achat immobilier, c'est le moment aussi. Enfin, en tout cas, je sais que des amis autour de moi qui avaient le même âge, donc c'est à peu près le même parcours de vie finalement, vers la trentaine, on se dit, voilà, je vais acheter quelque chose. On se rend compte, mais pourquoi je dépense autant d'argent dans un loyer alors que je pourrais rembourser ma banque pour avoir mon bien à moi? Donc vraiment, je suis parti dans cette idée-là en me disant, voilà, peu importe ce que je fais en location, c'est pour ça que je voulais pas faire une vraie location, plutôt des sous-locations justement pour à la fois tester de nouveaux quartiers, à chaque fois c'est un mois, 2 mois, 3 mois. C'était un peu stressant de vivre aussi dans des valises hein, et puis jamais être chez soi. Mais finalement, ça me poussait à chercher, au contraire. Je pense que j'aurais pris une vraie location d'un an renouvelable, bah, ça aurait duré pendant plus longtemps. Donc là, j'avais un peu passé de pression, parce que finalement, j'aurais pu reprendre notre sous-location, mais quand même ce projet clair dès le départ en me disant ce que j'ai là, c'est du précaire, et voilà ce que je dois chercher. Après, c'est bien de voir que ton projet de départ du pourquoi je rentre, il se concrétise quand même assez rapidement. Donc, je sais que tu as aussi tu as ton appartement en Thaïlande. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer comment cette envie d'acheter en Thaïlande est venue et peut-être combien d'années après tu réussis à faire ça aussi? Bah, en fait, c'était le projet dès le départ. Au départ, quand je vivais en Thaïlande, je voulais acheter un appartement en Thaïlande. Sauf que quand on est étranger, le fait d'être étranger, c'est compliqué pour la Thaïlande parce qu'il y a des quotas aussi pour les achats. Donc, on peut pas acheter de terrain. On peut juste acheter donc soit des parts, donc des appartements dans un condominium. Dans ces cas-là, il y a un quota d'étrangers aussi par condominium. Ou soit aussi, il y a des sortes de résidences fermées où il y a des petites maisons. Et dans ces cas-là, c'est le même principe en fait. Mais en tant qu'étranger, c'est compliqué d'avoir un prêt parce que pour eux, au bout d'un moment, quand tu as un visa qui est renouvelable tous les ans, bah, tu peux partir l'année suivante et puis voilà, la banque se retrouve avec une problématique de pouvoir récupérer ses fonds. Ça a toujours été un projet que j'avais d'acheter en Thaïlande, mais c'était pas possible. Donc je me suis dit, quand je suis revenu, donc déjà je fais mon achat en France, c'était important. Après, quelques années plus tard, j'ai eu en fait, donc je pense. Là, ça doit faire maintenant, je dirais, 8 ans que j'ai mon appartement en France. Peut-être 7 ans, ouais, 7-8 ans. Et ça doit faire 3 ans que j'ai mon appartement à Bangkok. Donc ça m'a pris à peu près 4 ans. Mais ça a été possible parce que j'ai eu une entrée d'argent en fait familiale, tout simplement. Et puis j'avais économisé quand même de mon côté. Donc là, j'ai vraiment acheté. Pas cash, mais en tout cas, j'avais les fonds nécessaires. J'avais pas besoin d'un prêt pour pouvoir le faire. Et j'ai aussi pris le temps, le fait d'être à l'étranger, enfin d'être en France pour le coup, ça m'a permis aussi de pouvoir acheter sur plan, donc d'attendre, et donc d'avoir un logement aussi moins cher. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en Thaïlande, les logements, de toute façon, le prix de l'immobilier est beaucoup moins élevé. Mon appartement, je pense que c'est une chambre qui doit faire à peu près 30 mètres carrés dans un condominium. On sait qu'en Thaïlande, les condominiums sont vraiment super parce qu'il y a toujours une piscine, une salle de sport, etc. Il y a un peu des services associés. Je suis en centre-ville, enfin, je suis enfin, Bangkok, c'est énorme, hein, mais je reste dans l'axe principal, on va dire, de Bangkok. Je pense que j'ai dû l'acheter pour 30 000 euros. Quelque chose que, bah, on aurait, je sais pas ce que tu as en France pour 30 000 euros, mais je pense que t'as pas grand-chose. Donc, et puis c'était à l'époque aussi, alors ça continue d'être une bonne opportunité d'acheter en Thaïlande. Il y a quelques pays comme ça où c'est encore possible. Moi, ce qui a été compliqué par contre, c'est la partie administrative parce que pour le coup, je parle thaïlandais, mais pas assez bien pour faire l'administratif. Et en plus, je savais pas ni lire ni écrire à ce moment-là. Et encore une fois, formulation de phrases dans des contrats, des choses comme ça, c'est encore plus complexe. Donc, je me suis entouré d'amis de conseils pour pouvoir le faire. Mais c'était un peu compliqué. Je me suis d'ailleurs un peu arnaqué sur place
parce qu'au départ, je devais avoir un quota, je devais être dans le quota des étrangers, notamment pour cet immeuble. Et ça s'est finalement avéré être faux. L'agent immobilier l'a fait exprès justement pour pouvoir me vendre le truc. Donc l'appartement était au nom de mon ex pendant très longtemps. Et il n'y a que depuis un an en fait que j'ai réussi à justement. Alors pour le coup, le Covid m'a aidé parce qu'il y a plein d'étrangers qui sont partis. Et j'ai pu changer le nom, mais ça m'a aussi, c'était une procédure qui était assez coûteuse. Donc finalement, j'ai dû repayer un peu d'argent. Donc ça, c'était vraiment stressant. Et le fait de le faire depuis la France et de ne pas être sur place, c'était encore plus compliqué. Donc là, on se rend compte à quel point, quand même, le fait d'être sur place, c'est essentiel hein, pour tout ce qui est administratif, pour l'achat immobilier notamment. Et puis surtout aussi, j'avais un peu cette peur de me faire entourer d'un avocat. Je me dis, à partir du moment où on fait appel à un avocat, déjà, ça va me coûter de l'argent, ça va être compliqué. Mais je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait parce que finalement, j'ai payé beaucoup plus en le faisant par moi-même. Félicitations pour ça. Et donc, bah, ça contribue à avoir une vie entre la France et la Thaïlande, du coup, comme tu as ton logement aussi là-bas. Comment t'es impacté fiscalement du fait de vivre ici en France, de travailler en France et d'avoir un bien immobilier en Thaïlande? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut faire attention? Alors, je paye des impôts, du coup, enfin des taxes en Thaïlande, finalement. Alors, c'est lié aux taxes de l'immeuble, donc je les paye tous les ans, voilà. Donc, finalement, et comme j'ai pas de revenus qui se dégagent non plus je le mets pas en location pour l'instant, donc ce que je ferai, je pense, prochainement, mais c'est pas encore le cas. Il y a toute la période de Covid aussi voilà, qui a un peu freiné tout ça. Mais en gros, voilà, si j'avais des revenus liés à la location en Thaïlande, bah, je paierais aussi des impôts en Thaïlande liés à ça. Donc souvent, ça inclut dans les taxes aussi, si c'était Airbnb, des choses comme ça. Donc il y a un peu des taxes locales aussi qui sont inclus là-dedans. Et après, c'est quelque chose qu'on déclare aussi en France, mais finalement, on n'est pas, c'est pas une résidence. Enfin, c'est partie de ton patrimoine, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu es taxé. Quelle est selon toi ta plus grande fierté de ton retour en France? Bah, je pense que c'est de pouvoir justement continuer à vivre une vie un peu internationale par mon travail. Je me déplace aussi beaucoup à Londres notamment là récemment et puis à New York pour mon boulot. Donc moi, c'est vraiment fait partie un peu du style de vie que j'aime bien. C'est aussi d'être ancré quelque part, mais finalement d'avoir plusieurs ancrages, d'être un peu partout. Donc voilà, j'aime pas vivre dans une valise, mais ce fait voilà, de pouvoir quand même avoir cette expérience de l'international tout au long de mon séjour aussi. Mon séjour ici, c'était important. Et puis effectivement, voilà, de pouvoir concilier aussi ce pied-à-terre à Bangkok et puis mon appartement en France. C'était un peu, là, c'était une vraie fierté parce que c'était l'aboutissement aussi de mon projet de départ. Donc, je suis content d'avoir pu le réaliser. Et quand maintenant tu vas en Thaïlande, va sous quel statut? Enfin, c'est du Alors, tourisme, c'est... ouais, je reste touriste en fait quand je vais sur place, parce que je vais pas assez longtemps pour avoir un type de visa. Je me pose la question depuis un certain temps de pouvoir faire une demande de résidence ou avoir, parce que j'ai eu cette expérience, j'ai eu 10 années de visa en fait renouvelé, donc je pourrais, je pense, demander. Encore une fois, c'est aussi ma phobie administrative qui fait que j'ai du mal à rentrer dans les papiers pour ça. Mais j'aimerais bien effectivement pouvoir voir ça. Bah, j'ai mes enfants aussi sur place, donc il y a toute cette procédure aussi que j'aimerais mettre en place avec eux. Et je me dis que voilà, mon intérêt aussi, là je trouve que ce qui est parfois complexe justement, si je pars que un mois ou 2 mois par an, là hein, c'est le cas aujourd'hui, en Thaïlande, est-ce que j'ai besoin finalement de refaire un peu tous ces papiers-là? C'est possible d'y aller en tourisme, ça c'est sûr. On a en fait l'équivalent de... Alors je crois, en tout cas on a un visa touriste gratuit d'un mois, maintenant c'est passé à 2 mois, donc pas besoin en fait de faire de demande de visa, on peut aller sur place facilement. Et après, je crois qu'il y a une limite sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le renouveler tous les deux. Enfin, une fois on ressort du territoire, on revient. Je pense que sur 180 jours, il y a une limite de séjour de 90 jours, quelque chose du genre. Mais en tout cas, par rapport à ma situation, c'est tout à fait possible d'y aller juste en touriste. À la différence que quand je rentre en Thaïlande, je rentre chez moi aussi, donc dans mon appartement, et je suis officiellement propriétaire pour l'État thaïlandais. Donc c'est quelque chose que je pourrais aussi faire. Je pense, fructifier dans une demande de résidence ou autre. Pour l'instant, je reste pas assez en Thaïlande, je pense, pour avoir ce déclencheur aussi, de me dire, j'ai besoin de faire ça. Quelle a, selon toi, été la plus grande difficulté que tu as réussi à surmonter par rapport à ton retour en France? C'était vraiment de m'éloigner des enfants, parce que là, pour le coup, enfin, voilà, je suis parti, pas pendant un an complet à chaque fois, mais pendant quand même, je sais pas, au moins 8 mois. Enfin voilà, j'ai quand même des périodes. Maintenant, j'y retourne 2 fois par an, ce qui permet de couper l'année, ce qui est mieux.
Donc j'y reste vraiment au moins un mois, on va dire, tous les 6 mois à peu près. Donc je pars souvent autour des fêtes de fin d'année et puis là l'été. Ça me permet, c'est des périodes creuses en fait pour le travail aussi, mais ça me permet moi aussi de passer du temps avec les enfants. Donc ça, c'était compliqué de ne pas les voir grandir et surtout. Il y a la période de Covid. Donc là, quand moi donc j'étais en France pendant la période de Covid et j'ai pas pu rentrer en Thaïlande pendant au moins un an et demi, voire 2 ans. Et c'était très strict pour la Thaïlande. Après, j'ai pu y aller quand même au moment où ils ont un petit peu ouvert le pays. Donc il y avait toute une procédure, il fallait rester dans un hôtel, enfin voilà. Mais pour pouvoir aller les voir, mais je pense que c'est le plus compliqué. Alors maintenant, ils sont un peu plus grands. Donc c'est vrai qu'on communique aussi par Messenger, on s'envoie des messages, etc. Il y a Line qui est très populaire comme application en Thaïlande. Donc on parle de cette manière-là. Mais c'est de revoir effectivement, de revoir les liens familiaux d'une manière différente. Ça a été le plus compliqué. Et puis finalement aussi cette solitude qu'on peut retrouver aussi en revenant dans un pays qu'on connaît plus vraiment. Donc j'avais des amis sur place, mais c'est vrai que tous les amis que j'avais donc ça faisait longtemps déjà que je les voyais plus au quotidien. Donc il fallait recréer un peu ces liens avec les amis en France. Et puis pareil, de la même façon, maintenant quand je reviens en Thaïlande, il y a plein de mes amis qui étaient en Thaïlande qui sont plus là. Donc aussi, alors j'ai quelques amis qui sont encore là, mais c'est encore différent maintenant quand je reviens en Thaïlande. À chaque fois, je vois aussi le pays qui change. Je vois des gros changements quand même dans la société, ce qui se passe. Donc même en quelques mois, il faut aussi le petit temps d'adaptation. À chaque fois, il me faut au moins quelques jours, une semaine pour me dire, ah ça y est, je me suis réhabitué. Mais voilà, c'est un peu ce sentiment quand même d'être toujours un petit peu en décalage et puis jamais vraiment au bon endroit. Enfin, on n'est jamais. Je pense que quand on est entre deux cultures, deux pays comme ça, on est vraiment entre les deux et jamais ni l'un ni dans l'autre. Donc j'ai toujours un petit peu cette ambivalence qui peut être un peu fatigante aussi. Donc, on l'a bien compris, aujourd'hui, tu vis entre la France et la Thaïlande de par ton appartement que tu as acheté à Paris où tu es installé, où tu travailles ici. Et puis, tu as aussi ton appartement en Thaïlande où tu as l'opportunité quand même d'aller télétravailler assez facilement plusieurs fois dans l'année. Donc, il y a quand même cette flexibilité qui est quand même assez chouette, qu'on a de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, mais pas tant parce que les entreprises, très souvent, dans leurs conventions collectives, dans les contrats de travail, etc., on a le droit de faire du télétravail, mais soit que en France, soit que un nombre de jours bien limité en dehors de la France ou même en dehors de l'Europe. Donc ça, pour toutes les personnes qui seraient dans ce cas, faites bien attention à ça. Mais du coup, pour toi, c'est quand même une réelle richesse de pouvoir vivre entre les deux. Ouais, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus et compléter. Oui, alors je dirais qu'il y a aussi une complexité qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est le décalage horaire. Mhm. Parce que là, en l'occurrence, j'ai quand même entre 5 ou 6 heures de décalage horaire avec la France. Donc je continue à travailler avec la France. Alors après, on a un réseau international, donc je discute aussi, on travaille au quotidien avec nos partenaires qui sont en Asie, dans d'autres pays. Donc finalement, moi, ça me rapproche de ces partenaires-là, c'est pas plus mal. Et puis il y a une partie de mon travail finalement que je peux faire donc je ne les fais pas sur les horaires français, hein. Je travaille vraiment sur la même plage horaire, mais avec les horaires thaïlandais. Donc, je fais un 9h, 9h30, 18h, on va dire, quotidien. Mais du coup, donc, moi, j'ai toute une partie du travail où mes collègues sont pas encore réveillés, c'est la nuit pour eux. Et puis après, moi, quand c'est la fin de l'après-midi, euh, finalement, je les vois vraiment sur la plage horaire, on va dire 14h à 18h. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, on peut discuter, faire les réunions, voilà. Le problème aussi, c'est que eux continuent à travailler après 18h. Donc, je peux être aussi très sollicité à 23h, minuit, 1h du matin, enfin voilà. Donc, c'était important pour moi aussi de bien caler ça avec tout le monde. On me dire, voilà, quand je termine à 18h, enfin, moi, je termine à 18h. Alors, ça m'arrive de me connecter parfois à 20h, de revoir d'autres choses, mais j'essaye quand même de garder ça parce que là, avec le décalage horaire, c'est pas possible. Il faut vraiment pouvoir aussi se dire que, facilement, et moi, je l'ai aussi avec des amis qui sont digital nomades, on se retrouve avec une vie qui est consacrée qu'au travail. Donc finalement, ce temps passé à l'étranger, il n'est pas si bénéfique que ça parce on est sur des horaires français, on est décalé par rapport aux gens qui vivent sur place, et puis on ne profite pas en fait de la vie parce que justement, on a aussi presque cette culpabilité de se dire, bah voilà, moi je vais m'arrêter à cette heure-là, alors que tout le monde travaille encore, alors que finalement, eux dormaient, on travaillait déjà.
Donc, je pense que c'est important de s'instaurer vraiment des vraies règles et puis de pouvoir ouais, avoir des limites et se dire, bah, je travaille de telle heure à telle heure, ça a été vu comme ça et je vais pas en faire plus. Ouais, merci beaucoup de compléter avec ça, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas toujours. On se dit, bon, bah, c'est bien, on est à l'étranger, etc. Mais ouais, c'est un bon rappel. Et je dirais aussi quelque chose que j'ai fait du télétravail moi, depuis la Thaïlande pendant 1 an, 2 ans avant de revenir en France. Ça isole aussi quand même pas mal d'être qu'en télétravail avec une société voilà, qui est à l'étranger. Alors c'est bien si on a sa propre activité, je pense qu'il faut aller dans des coworking, il faut rencontrer d'autres personnes, il faut vraiment passer du temps avec les autres qui sont dans la même activité. Mais si finalement tous ses collègues sont ailleurs, on a quand même cette solitude finalement d'être chez soi. Alors ça convient très bien à certaines personnes qui se disent, voilà, moi, mon temps de travail, il est de telle heure à telle heure, je parle avec mes collègues et après j'ai ma vie en dehors et voilà, je me crée un cercle. Mais pour les personnes qui sont un peu plus timides, qui ont un peu plus de mal aussi à aller vers les autres, quand même, le travail, je dirais, c'est la première porte d'entrée aussi pour l'amitié, pour rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres cercles d'amis. Donc ça peut vraiment être aussi une manière de s'isoler, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc je conseille vraiment le télétravail à l'étranger que pour des personnes qui sont finalement assez ouvertes aussi pour aller soit chercher d'autres personnes sur place, de préférence aussi avoir des amis locaux, rencontrer un peu la population locale et voilà. Parce que si on est vraiment, on a plus de difficultés et surtout on en souffre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très bien aussi tout seuls. Dans ces cas-là, pensez vraiment peut-être à se dire que même si on peut travailler de chez soi, allez faire du coworking, allez rencontrer des personnes, allez vous sociabiliser, forcez-vous à aller voir d'autres gens. Parce qu'au bout d'un moment, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment déprimant en fait, de se retrouver tout seul. Je pense qu'on l'a compris avec le Covid quand même, qu'on était forcé de rester chez soi, c'était compliqué. Mais vraiment, même à l'étranger, ça peut être difficile. Donc, surtout si on connaît personne dans un pays dont on maîtrise pas forcément les codes, ça peut même faire un peu peur d'ailleurs. On peut un peu s'isoler, s'enfermer. Donc, faut pas rester là-dedans. Il faut vraiment se forcer un petit peu à aller vers les autres. Ça fait maintenant quelques années que tu es rentré. Quel regard portes-tu sur cette décision que tu as prise de rentrer et sur tout ce que tu as pu mettre en place depuis ce retour jusqu'à aujourd'hui? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui regrette, au contraire, parce que justement, quand je prends une décision, je me dis, voilà, je vais y aller et puis je vais voir. Et puis au moins, je ne regretterai pas aussi de l'avoir fait. Donc, je ne regrette pas du tout. Là, effectivement, je pense que les choses ont évolué. Au départ, je revenais 1 fois par an en Thaïlande, maintenant, je reviens 2 fois par an en Thaïlande. J'ai un peu plus cette envie aussi, voilà, de bouger aussi. Avec mon travail, je voyage davantage, donc j'ai aussi cette opportunité-là de pouvoir partir, voilà, notamment à Londres et à New York. Donc c'est vraiment, je suis content d'avoir pris cette décision, d'avoir pu construire ce que j'ai construit. Moi, j'ai quelque chose de concret, on va dire, qui aurait été compliqué à construire en restant en Thaïlande. Et je pense que non, j'ai pas vraiment de regrets, si ce n'est effectivement peut-être d'avoir eu cette peur de se faire accompagner davantage. Je pense que parfois, on se dit, non, je suis assez grand, j'ai connu l'étranger, j'ai quand même 10 ans de bouteille, je peux faire tout ce que voilà, c'est possible de le faire. Je pense que chaque contexte, c'est quand même, apporte aussi son lot de difficultés. Et c'est bien d'avoir une expertise, d'avoir quelqu'un pour se faire accompagner. Parce qu'effectivement, il y a plein de pans de ce retour que j'avais complètement négligé. Le côté administratif, le choc culturel inversé, le fait aussi voilà, d'avoir ce temps d'adaptation. Retrouver aussi des amis internationaux, parce que ce contexte international, il est super pour rencontrer des gens assez différents. Alors que c'est plus compliqué quand même quand on est dans son train-train de travail de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, un peu toute cette partie-là. Alors, il s'avère que via mon travail, quand même, je suis sensibilisé à beaucoup de sujets. Donc, mais c'est toujours pas. Enfin, je pense qu'il y a toujours quand même ce côté. On peut donner des conseils, on peut écrire plein de choses, mais les appliquer à soi-même, c'est plus compliqué. Donc, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner et un peu de pouvoir m'orienter, ça aurait été super. Bah, c'est sûr que chaque retour en France est tellement différent et chaque situation en fait bah, nécessite voilà une expertise très particulière. Donc c'est vrai que quand on ose demander de l'aide, on gagne du temps, on bénéficie aussi du regard extérieur du professionnel qui fait ça tout le temps. Et moi je le vois, des fois il y a des personnes qui me sollicitent avec un projet en tête et en fait juste le fait d'en discuter, on se rend compte que c'est pas réalisable, que ça tient pas la route. Et du coup, ça permet à ces personnes justement de revoir un petit peu le projet et de partir sur des bonnes bases en fait, Ouais. pour que le projet se concrétise sereinement. Et Mais je puis, pense que c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre aussi parce que en fait on a aussi un peu cette culpabilité quand on revient par rapport à ses amis, par rapport à sa famille,
de se dire, mais finalement, on a été vraiment privilégiés. On a eu plein de chance, on a vécu une expérience exceptionnelle. Donc, de revenir derrière avec des conseils ou presque se dire, voilà, une situation négative de notre part, c'est presque indécent finalement. Donc, on a un peu cette honte de demander aussi des conseils à ses proches parce que, on a peur de se reprendre. Mais pourquoi tu nous demandes alors que toi, tu as vécu 10 ans à l'étranger, c'était super. Toi, tu étais loin en plus, tu n'as pas pu nous aider quand nous, on avait des soucis, donc pourquoi demander de l'aide en échange? Donc, je pense que d'avoir quelqu'un de neutre, ça peut vraiment aider. Puis surtout, on a trop d'affect aussi avec ses proches pour vraiment avoir un vrai regard un peu neutre qui peut vraiment nous aider à prendre des décisions. Donc, tu as vécu deux retours. Un premier retour où là, tu étais étudiant à la suite de ta première expérience de vie à l'étranger. Et puis, ce deuxième retour après la Thaïlande, où là, bah, tu étais finalement un homme, où tu étais adulte, tu étais déjà adulte avant, mais bon, on n'est plus dans la même tranche de vie. Ouais, quel mot t'aimerais dire par rapport à ces deux retours? Bah, la preuve, c'est que mon premier retour, il a été rapide parce que j'ai voulu repartir tout de suite. Donc, je pense que j'avais ce côté, ah non, mais je suis déjà parti, il faut que je reparte. Et puis, bon, quand je suis revenu quand même en France après mon expérience en Norvège, j'avais déjà eu ce voyage au Laos, donc j'avais déjà cette idée en fait de repartir. Ça concrétisait finalement une envie que j'avais déjà. Donc, j'avais déjà ce projet de repartir, donc c'était pas un vrai retour. En revanche, c'était un départ beaucoup plus loin. Donc là, c'était vraiment le premier saut en avant qui était quand même assez loin dans un pays que je connaissais quand même peu et où là je suis parti vraiment presque dans cette idée d'être complètement déconnecté de la France. Donc là c'était un peu plus effrayant que la Thaïlande. Et le retour de Thaïlande, bah, effectivement, je pense que j'ai préparé ce retour avec cette idée encore une fois de pouvoir repartir, de pouvoir y rester. Donc j'avais quand même ce filet de sécurité. Et après, moi je me suis toujours dit, parce que j'ai quand même eu pas mal d'expériences comme ça, parce que je fais repartir au Mexique à un moment. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, ça ne me convient pas et je suis revenu. Et j'ai toujours eu cette idée en me disant, mais effectivement, c'est compliqué de partir, mais c'est pas définitif. Donc, ça m'a toujours aidé de me dire, bah, effectivement, si la France n'est pas pour moi, si je n'y arrive pas sur place, je pourrais toujours repartir en Thaïlande, je pourrais toujours aller ailleurs si j'en ai envie. Mais il y a encore plein d'autres pays qui m'attirent, il y a encore plein de choses d'expériences que je peux avoir. Donc, je suis assez ouvert aux opportunités et je me dis, même si ça peut faire peur, je me suis rendu compte que j'avais quand même un bon mécanisme d'adaptabilité qui me permet quand même de rebondir même dans un pays que je connais pas, repartir de zéro. Donc je pense que ça c'est un peu ancré en moi et ça peut revenir si à un moment je dis bah je vais partir vivre au Japon, je vais partir vivre en Jordanie, je vais partir vivre ailleurs. Où là je me dis bah, j'ai quand même tous ces mécanismes-là qui me permettraient de pouvoir m'en sortir. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu acquiers aussi au fur et à mesure de tes expériences. Finalement, bah, c'est plus facile de rencontrer des gens parce que tu sais comment faire. C'est plus facile aussi dans un contexte international. C'est plus facile de se faire des amis. Et je pense que j'ai ça en moi qui me rassure vraiment pour moi, pour me dire que c'est pas forcément une envie pour moi de partir vivre ailleurs pour l'instant. En tout cas, pas de manière définitive. Mais je pense que c'est le définitif qui me ferait peur. Là, j'ai encore dans une optique en me disant, le monde est tellement ouvert, vraiment, on peut vraiment partir partout. Donc pourquoi se fermer des portes? Donc j'ai encore tout cet univers qui est ouvert et voilà, ça me rassure beaucoup. Tu as raison de le mentionner, chaque situation de retour en France n'est pas définitive et en effet, bah voilà, ça peut être la situation, que ce soit pour le pro, pour le perso, pour le logement que vous avez choisi, ça peut être des solutions de transition, ça peut être une situation qui va durer 6 mois pour rebondir sur autre chose, où on peut après changer de région, où on peut après acheter son logement comme ça a été ton cas. Pas de panique quand on rentre, c'est pas parce que on a une situation X ou Y quand on arrive que ça va être notre situation pour le reste de la vie. Vous serez en capacité de rebondir, de mettre en place les ajustements qu'il y a besoin en fonction de vos situations. Et puis je pense que les gens ont un peu peur aussi de revenir en France en se disant c'est comme si je revenais à mon point de départ. Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir cette idée en tête parce que effectivement, il y a des gens qui peuvent revenir dans leur ville d'origine, parfois qui doivent repartir vivre chez leurs parents. Moi, c'est au tout départ, quand je suis arrivé, j'ai dû vivre chez mes parents pendant un mois ou deux. C'était un peu une expérience traumatique, mais de revenir vivre chez ses parents une fois qu'on a vécu longtemps loin de ses proches, c'est toujours un peu compliqué. Mais on peut pas avoir ce sentiment-là parce qu'on a vécu tellement de choses. On n'est plus la même personne. Enfin, après quelques années d'expérience, même parfois au bout d'un an, hein, ça peut nous changer complètement. On peut se révéler, on peut changer.
Donc même repartir dans sa ville d'origine, même repartir dans sa famille, c'est pas un échec. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, même si moi, j'ai pas eu ce sentiment d'échec par rapport à mon expérience, mais je sais qu'il y a plein d'amis que j'ai eu, que j'ai côtoyés, qui ont pu avoir ça en revenant en France. Alors que finalement, toute cette expérience qu'on a pu avoir, ça serait dommage en fait de complètement la renier en se disant que c'était un échec. Non, même de toutes les difficultés qu'on a pu avoir, on a appris plein de choses, on a grandi, on est plus fort. Et ça, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour justement mieux vivre son retour. Et si tu avais un conseil à donner à une personne qui est en train de préparer son retour ou qui souhaite rentrer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah alors, je vais faire un peu de pub, mais nous, on a la maison d'expatriation et ça, je pense que vraiment un beau projet. Donc, je pense que c'est important de pouvoir bien préparer en fait son retour. Encore une fois, se sentir accompagné, c'est essentiel. Donc, je pense que se poser un maximum de questions, et il n'y a pas de questions bêtes. Moi, j'aimais bien me faire un peu une to-do list de questions et essayer de trouver un peu les réponses. Alors, on peut trouver des réponses sur Internet. Mais c'est vrai que d'avoir un expert, d'avoir quelqu'un qui puisse aussi parler et aussi trouver d'autres questions, parce que c'est ça aussi, je pense, le point important pour un accompagnement. C'est pas tant de répondre aux questions qu'on avait dès le départ, c'est aussi de pouvoir répondre à d'autres questions qu'on n'avait pas forcément. Et ça, je pense que c'est quelque chose que voilà, d'avoir des experts comme toi, d'avoir des personnes qui puissent vraiment nous accompagner, c'est essentiel. Parce qu'on peut faire face à plein de difficultés, plein d'obstacles. Et je pense qu'on néglige beaucoup la partie psychologique. Que c'est vraiment parfois un traumatisme de se retrouver, de repartir loin. Moi, je connais plein de gens quand même qui sont déprimés hein, parce que bah, ils étaient habitués à un mode de vie un peu différent. Là, ils retombent dans la banalité, dans la routine et ça fait peur. Je pense qu'il y a d'autres moyens aussi de pouvoir vraiment se faire accompagner et en tout cas vraiment de bien préparer son retour comme on a pu préparer son départ, enfin au moins lui accorder autant d'importance. Merci beaucoup pour ces mots, merci pour ta présence, merci pour le partage de ton histoire. Pour toutes les personnes qui nous écoutent jusque-là, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans un processus de retour. Vous trouverez sur le site internet de Voyage Emploi Retour en France la boîte à outils qui vous aide dans vos premières démarches vers la France. Donc vous avez le livret gratuit du Retour en France de 35 pages qui vous aide à réfléchir à votre projet et puis à mieux l'appréhender. Et puis, vous pouvez recevoir aussi les lettres du retour en France par mail avec les événements qui sont organisés pour la communauté, les codes promo, les partenaires qui vous aident, les accompagnements qui existent tout au long de l'année pour vous aider du mieux possible. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous pour votre écoute. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt.